Au cœur de la Savoie, ce petit village d'à peine 400 habitants va brusquement se retrouver à la une de l'actualité, le 8 mai 2022. C'est un village tout à fait paisible, tranquille, tout le monde se connaît. Personne ne pouvait imaginer que dans ce village habitait quelqu'un qui avait donné la mort à Marie-Thérèse Bonfanti. Dans l'actualité de ce jeudi, le meurtre d'une femme enfin élucidé 36 ans après les faits. Après une longue enquête, un homme a avoué avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti en 1986. Cet homme qui a avoué s'appelle Yves Chatin, un chauffeur routier de 56 ans. Pendant plusieurs décennies, il a réussi à échapper à la justice. Lorsque l'enquête démarre, il apparaît quand même que c'est lui qui a le profil le plus inquiétant. On a laissé de côté cet individu. Pourquoi ? J'aime pas dire ça, mais c'est vraiment l'exemple type d'une enquête bâclée, d'une enquête ratée. Cette affaire-là, franchement, c'est l'un des pires scandales judiciaires. Pourtant, la famille de la victime n'a jamais perdu espoir de voir un jour Yves Chatin condamné. La famille Bonfanti, dans cette affaire, a tout subi. C'est un enfer dans la mesure où ils étaient intimement convaincus que c'était lui. Si la famille ne se battait pas pour essayer de faire relancer l'affaire, c'est une affaire qui passait aux oubliettes. Pauvre Marie-Thérèse, on y a consacré toute notre vie. Je savais que un jour ou l'autre, de toute façon, toute vérité éclate. Seulement voilà. Malgré les aveux d'Yves Chatin, cette affaire risque bien de ne jamais être jugée. Quand le non-lieu est tombé, ça a été un coup de grâce pour la famille. On se dit, mais que fait la justice ? L'affaire Bonfanti a été clôturée officiellement en 1989. Donc en 1999, 10 ans après, le dossier était prescrit. La vie d'Yves Chatin, elle va reprendre telle qu'elle. Donc non, c'est pas quelque chose qui est entendable. Comment on peut moralement laisser des choses sans avoir une fin, c'est pas possible. Ce soir, grâce à des informations exclusives, c'est un scandale sans précédent que nous allons vous raconter. Car Marie-Thérèse Bonfanti pourrait ne pas être la seule victime d'Yves Chatin. On sait qu'il a avoué un meurtre. Il est soupçonné pour au moins 2 autres. Vu la proximité géographique, il faut que la justice vérifie l'hypothèse Yves Chatin dans la fameuse tuerie de Chevaline survenue en septembre 2012. Tout commence le 9 mai 2022 à la gendarmerie de Grenoble. À la grande surprise des enquêteurs de la section de recherche, Yves Chatin se met à table et avoue un meurtre vieux de 36 ans. Il dit, je vais cracher le morceau. C'est bien moi qui ai tué Marie-Thérèse. Il a transporté le corps et l'a jeté dans la forêt un peu plus loin. Il a avoué où était Marie-Thérèse, où il l'avait jetée. Parce qu'il ne l'a pas enterrée. Il l'a jetée dans un ravin. Balancé comme un vulgaire déchet. On a retrouvé quelques morceaux d'os du crâne et puis quelques bouts de textile. On n'a pas trouvé grand-chose. Dans les dossiers de ce genre, les aveux sont toujours une bonne surprise. Il est même assez miraculeux qu'un individu, 36 ans après, ait envie de reconnaître les faits. C'était une forme de miracle. Ces aveux, la famille de la victime les espérait sans trop y croire. Pour nous, ça a été un soulagement. On a dit, hier, on a retrouvé Marie-Thérèse. Que du gâchis, dirons-nous. Que du gâchis. Il a fallu attendre 36 ans pour avoir de ces nouvelles. C'était important pour nous de récupérer le corps, ce qu'il en restait, bien sûr.
Il y a une sépulture qui a été faite par la famille. Marie-Thérèse est là, ce qu'il en reste, mais elle est là. Et maintenant, elle va pouvoir reposer en paix. Pour Thierry, le mari, et ses 2 enfants, c'est le combat d'une vie qui porte enfin ses fruits. Quand elle a disparu, on avait 2 enfants, donc Erika qui avait 4 ans et demi et Flavien qui venait de naître. On avait tout pour être heureux, en fait. Moi, j'ai grandi sans ma maman. Vous vous faites voler votre enfance en un claquement de doigts. Moi, j'avais 6 mois à l'époque. J'ai même pas eu le temps d'entre guillemets, d'ouvrir les yeux qu'on m'avait déjà volé mon enfance. Et ma vie, quoi. Et forcément, au soulagement va succéder la colère. Car le suspect prétend qu'il n'avait pas l'intention de tuer Marie-Thérèse. Voici ce qu'il déclare aux gendarmes. Je l'ai saisie par le cou pour qu'elle se taise. J'avais pas l'intention de la tuer. Selon Yves Chatin, le meurtre aurait eu lieu dans le village de Pontcharrat, en Isère, devant la grande propriété que l'homme âgé de 21 ans à l'époque avait héritée. Une bâtisse que sur place tout le monde connaît sous le nom de Maison Chatin. La maison Chatin est une maison qui s'étend sur 2 étages et qui en fait est habitée par plusieurs locataires. Chatin loue en plusieurs lots cette grande bâtisse qui par ailleurs est assez lugubre. C'est ici que le 22 mai 1986, une altercation a priori anodine aurait tourné au drame. À l'époque, Marie-Thérèse Bonfanti gagnait sa vie en distribuant des journaux gratuits. Elle dépose une liasse devant la maison d'Yves Chatin. Mais la mère de famille se serait mal garée, ce qui a eu pour effet d'excéder le jeune propriétaire. Yves Chatin aurait alors violemment pris à partie sa future victime, qui ne se serait pas laissé faire. Et c'est alors que les choses auraient dérapé. Elle serait allée vers lui pour lui demander de s'excuser d'avoir été agressif à son égard. Comme il n'a pas voulu s'excuser, il a fini par étrangler ma sœur Marie-Thérèse. Yves Chatin dit qu'il a eu un accès de colère et qu'il a en gros pété les plombs. Il l'a serré et il s'est aperçu qu'il en fait, lui avait donné la mort. Mais personne ne va croire à cette histoire. En premier lieu, l'époux de Marie-Thérèse. C'est un menteur. Alors je vous le dis complètement, c'est un menteur. Mon épouse était une personne qui était très douce. C'est quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé et qui ne va pas au conflit. Donc quand j'entends M. Chatin dire qu'elle a été chez lui pour lui demander de s'excuser, je n'y crois pas. Ça ne colle pas. Pour étrangler quelqu'un jusqu'à la mort, il faut un temps certain. Il faut presser de manière significative, il faut beaucoup d'insistance, il faut plusieurs minutes pour stopper la respiration. C'est pas l'homicide involontaire, on reste pas les mains bloquées comme ça, il faut serrer. On ne tue pas accidentellement par strangulation de quelqu'un. Jamais vu ça, moi, jamais vu ça. Lorsque le juge d'instruction lui notifie sa mise en examen et lui annonce son incarcération, Yves Chatin finit par exprimer des remords. C'était un fardeau extrêmement lourd à porter. J'ai pensé aux enfants de Madame Bonfanti. Je leur ai brisé leur vie et je m'en veux. Mais la famille de Marie-Thérèse Bonfanti ne croit pas au regret d'Yves Chatin. Je peux pas écouter ce qu'il dit. C'est pas possible.
Il peut pas dire qu'il a pensé à nous. Tout ce qu'il dit, ses remords, tout ça, je peux pas l'écouter, je peux pas l'entendre. Bla 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 bla. C'est tout du blabla. Il s'en fout pas mal de tout ça. Parce que si il avait eu une conscience, il aurait été à la gendarmerie et il n'aurait pas attendu les 36 ans. Donc pour moi, bla 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 bla. Franchement, il manipule encore une fois. Il essaye d'arrondir les angles, mais non, c'est pas possible. Nous, on voit clair dans son jeu. Les proches de Marie-Thérèse ont le sentiment d'un immense gâchis. Car si on les avait écoutés, Yves Chatin aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt, dès le début de l'affaire en fait. Pour comprendre comment la famille Bonfanti a pu identifier le tueur de Marie-Thérèse avant les gendarmes, il faut revenir au 22 mai 1986, le jour du drame. Vers 16h30, Thierry Bonfanti découvre la voiture de son épouse, devant la maison Chatin. Je passe à Pontcharrat et là, j'aperçois la voiture de mon épouse, la porte ouverte et un petit peu mal garée, effectivement. Les clés sur le contact, le sac sur le siège passager. Alors là, je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis vraiment dit, il se passe quelque chose. Intrigué, Thierry Bonfanti décide d'aller voir si sa femme se trouve à l'intérieur de la grande bâtisse. Donc je monte, je frappe, personne vient m'ouvrir. Et je refrappe, et toujours personne. Je redescends, et là j'attends devant l'entrée. Et un petit moment après, Chatin arrive avec sa voiture. Et là, il me regarde, mais d'une façon vraiment insistante. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, tu me regardes comme ça, quoi. Je me suis senti mal à l'aise. Ce jour-là, Thierry Bonfanti n'ose pas écouter son intuition et décide de rentrer chez lui. C'est le début d'un interminable cauchemar, car Marie-Thérèse ne donnera plus jamais signe de vie. C'est très stressant, c'est une journée qu'on ne peut pas oublier, c'est marqué à vie, c'est à vivre dans le corps. Là, on se fait plein de films. Hein. Il y a la vie qui tourne. Hein. Là, vous avez votre vie qui tourne. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un jour que j'oublierai jamais. Je comprenais que quelque chose de pas normal s'était passé. Tout le monde me disait « T'inquiète pas, ça va aller ». Je lui explique qu'on cherche maman, on ne sait pas où elle est, mais qu'on la recherche et qu'on fait tout ce qu'il faut pour la retrouver. Et on va la retrouver. Seulement, les recherches lancées par la gendarmerie ne donnent rien. Et au bout de plusieurs jours, la presse se fait l'écho de cette disparition. Pour le mur de mystère qui entoure la disparition de cette jeune femme n'a pas cédé d'un pouce. Une enquête difficile qui commence ici devant cette maison face à la gare de Pontcharrat. Et chose curieuse, alors que toute la population se mobilise, le propriétaire de la maison Chatin, lui, reste totalement indifférent à la situation. Lorsqu'il y a eu les battues, M. Chatin n'a pas daigné se déplacer pour venir voir ce qu'il se passait et faire les recherches aussi en même temps que les autres locataires de l'immeuble et des voisins autour de la gare. M. Chatin, lui, incognito. Yves Chatin, qui est le plus proche de l'endroit où Marie-Thérèse Bonfanti a disparu, lui ne se mobilise jamais, lui fait presque le mort à ce moment-là. Cette attitude, pour le moins singulière, ne surprend pas les habitants de Pontcharrat. Et pour cause, la très mauvaise réputation locale de ce jeune homme de 21 ans n'est un mystère pour personne.
Sur Pontcharrat, Yves Chatin, jeune, n'est pas très apprécié de la population, car ils le connaissent comme quelqu'un d'assez agressif, soit verbalement, soit physiquement. C'est quelqu'un de taiseux, de renfermé, qui peut se montrer violent. Pour preuve, nous avons retrouvé sur les réseaux sociaux un témoignage anonyme édifiant. Voici ce que raconte une ancienne camarade de classe d'Yves Chatin. J'étais à l'école avec Yves Chatin et déjà petit, il était agité et violent et souvent, il nous entourait le cou avec son bras. Donc très jeune, 12 ans, il était déjà assez agressif. Et ce n'est pas tout. Il y aurait plus grave encore, bien plus inquiétant. Il est également évoqué le fait qu'il a pu jouer un rôle dans le décès de sa grand-mère. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve la grand-mère décédée avec le gaz ouvert, et le dernier qui est venu dans cette maison, c'est lui. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'investigation, donc on ne saura jamais véritablement ce qui s'est passé. Très vite, un témoin providentiel va considérablement faire avancer l'enquête. Il s'agit du chef de la gare de Pontcharrat, toute proche de la maison Chatin. Le jour de la disparition de mon épouse, le chef de gare, il a entendu des cris très violents, les cris d'une femme, et qui ont été en diminuant au fil du temps, assez vite, qui ont été jusqu'à plus rien entendre. Et à partir de là, les gendarmes sont convaincus qu'il s'agit des cris de Marie-Thérèse Bonfanti, et que le crime a été commis à 15h30. Donc on était là, confiants que la justice allait faire quelque chose. On faisait confiance à la gendarmerie. On s'est dit, ils sont professionnels. Or, dans cette affaire, rien ne va jamais se passer comme prévu. Contre toute attente, 3 jours après la disparition, c'est d'abord l'époux de Marie-Thérèse qui est placé en garde à vue. Le matin où les gendarmes sont venus chercher papa, on m'a expliqué qu'ils étaient venus pour qu'il aide à retrouver maman. Si la petite Erika est rassurée, dans le bureau des gendarmes, Thierry Bonfanti, lui, n'emmène pas large. Je suis resté toute la journée jusqu'à 19-20 heures le soir. À ce moment-là, c'est question sur question. Pour mon beau-frère, sa garde à vue a été éprouvante. Je suis vraiment dans le collimateur. J'avais peur, oui. Oui, j'avais peur. De l'erreur judiciaire, ça j'en avais vraiment peur. Cette journée a été vraiment très fatigante. C'est les gendarmes qui m'ont porté dans la voiture et qui m'ont ramené à mon domicile parce que j'en étais incapable. Le même jour, Yves Chatin est également placé en garde à vue. Mais pour lui, l'interrogatoire semble être beaucoup moins musclé. Pour Yves Chatin, on se rend compte que c'est une garde à vue simple, sans aucune suspicion sur le fait qu'il ait agressé Marie-Thérèse. Et pourtant, Yves Chatin peine à se justifier sur son alibi à 15h30, heure à laquelle, souvenez-vous, les cris d'une femme ont été entendus près de chez lui. Il a eu plusieurs versions dans ses horaires. Et à chaque fois, ça ne collait pas. Il dit avoir été dans un magasin de bricolage. Il déclare par la suite être allé dans 2 déchetteries différentes. Ces 2 alibis tombent à l'eau au fur et à mesure des auditions. Donc il n'a pas pu prouver qu'à 15h30, il était ailleurs que chez lui. On a quand même l'impression à ce moment-là que les gendarmes ne cuisinent pas beaucoup le suspect. Donc on est vraiment très surpris par l'attitude des gendarmes dans le début de cette enquête. On a quand même plein d'éléments à charge contre Yves Chatin. Il est incapable de fournir son alibi et il a une attitude étrange parce qu'il est le seul à ne pas participer aux recherches. Et enfin, elle disparaît devant chez lui. Ça fait beaucoup. Le fait de ne pas avoir insisté plus que ça, alors que tous les éléments criaient sa culpabilité, me paraît totalement étonnant, y compris à une époque comme celle à laquelle ça s'est passé. J'aime pas dire ça, mais c'est vraiment l'exemple type d'une enquête bâclée.
d'une enquête ratée. De A à Z. Cela paraît surprenant, mais le jeune homme que tout semble accuser repart, sans être inquiété. Et il y a un gendarme qui a cette phrase qui dit si c'est lui, Yves Chatin est vraiment très fort. La phrase de ce gendarme est quand même hallucinante parce que en réalité, il y a beaucoup de choses qui pointent vers Yves Chatin. Alors, comment expliquer qu'Yves Chatin ait ainsi pu donner le change devant les enquêteurs? Pour l'expert psychiatre Fabien Aubat, l'homme a réussi à duper les gendarmes grâce à l'assurance hors norme dont il a fait preuve pendant sa garde à vue. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « il est très fort » ? Quand vous êtes en garde à vue, en règle générale, vous êtes anxieux. Quand vous avez affaire à un pervers, vous avez un tout autre mode de fonctionnement. Le pervers, il n'est absolument pas habité ni par l'anxiété, ni par l'émotivité. Il est dans quelque chose de l'ordre de la maîtrise et il est très loin de la culpabilité. Mais pour Maître Boulou, l'avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti, il y aurait une autre explication. Yves Chatin aurait été volontairement protégé. On a laissé de côté cet individu. Pourquoi ? Son père était un grand résistant, c'était une famille connue. On ne touchait peut-être pas. À l'époque, c'était ça, certainement. Il y a encore plus stupéfiant. Au moment où les enquêteurs décident de remettre en liberté Yves Chatin, ils auraient ignoré délibérément des informations accablantes prouvant sa dangerosité. En réalité, les gendarmes savent forcément qu'Yves Chatin a déjà agressé plusieurs femmes. La première fois, il n'a que 14 ans. Il agresse gratuitement une dame qui circule en vélo. Et donc, il se fait sévèrement rabrouer, peut-être même corrigé par ses parents. Et lui, au lieu de faire profil bas et dire « bon, j'ai déconné, on va se calmer », il se venge. Il se venge, il l'attend avec un bâton 6 mois plus tard et il la roue de coups. Je veux dire que c'est extrêmement inquiétant de commencer à passer à l'acte sur cette modalité-là à l'âge de 14 ans. Alors, cette première agression marque-t-elle le début d'un parcours criminel inquiétant? Ce qui est sûr, c'est qu'elle est rapidement suivie d'un second passage à l'acte. Yves Chatin a cette fois 19 ans. Moyen de son véhicule, il poursuit le véhicule d'une dame, l'obligeant au bout d'un moment à s'arrêter, et il se précipite sur elle et il l'étrangle. Et il l'étrangle fortement. Elle arrive malgré tout à se défendre et à crier, ce qui le met en fuite. Interpellé après cette agression, le jeune Yves Chatin est sommé de s'expliquer. Et sa réponse fait froid dans le dos. Yves Chatin va reconnaître en disant que quand il est pris d'une envie de frapper, il faut qu'il frappe. Ce jour-là, j'avais besoin de me défouler, j'avais les nerfs en boule. C'est son expression. C'est extrêmement préoccupant. Pourquoi cette pulsion agressive émerge, j'ai envie de dire, ça colle assez avec le profil d'un psychopathe, entre guillemets, un psychopathe pervers. Pour avoir étranglé l'automobiliste, Yves Chatin est condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Une peine pour le moins légère. Mais pourquoi que 8 mois avec sursis alors que ce sont des faits qui sont très graves? Sa personnalité n'a pas été prise en compte de manière, on va dire, sérieuse par la justice. Il paraît évident que cette forme de violence à un âge aussi peu avancé laisse présager du pire pour l'avenir. Voilà pourquoi lorsque Marie-Thérèse Bonfanti disparaît quelques mois après cette agression, il semble incompréhensible qu'Yves Chatin ne fasse pas immédiatement figure de suspect numéro 1. Avec le temps, on voit les affichettes qui dépérissent et on voit les jours passer et toujours rien.
On n'a pas la moindre information. Mais le plus insensé dans toute cette affaire, c'est que les gendarmes avaient déjà eu une autre occasion de s'intéresser à Yves Chatin et ils ne l'ont pas saisi. Presque un an jour pour jour avant l'agression de Marie-Thérèse Bonfanti, une autre jeune femme disparaît à Pontcharrat. Elle s'appelle Marie-Ange Billou. Elle a à peine 20 ans et, troublante coïncidence, elle s'est volatilisée en faisant du stop à quelques mètres de la fameuse maison Chatin. C'est Madame Gonnet, la mère de Marie-Ange Billou, qui contacte mes parents en lui disant ma fille aussi a disparu et les enquêteurs ne font rien pour la trouver. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer pour essayer de faire avancer l'affaire ? Elle était persuadée que Yves Chatin était bien l'auteur de ces faits. En tout cas, ça confirme mes doutes. Et en fait, à partir de là, je suis certain que c'est lui. Personne n'est jamais parlé au Bonfanti de cette disparition. Merci. Il faut savoir que la population de Pontcharrat et des environs n'était pas au courant du tout de la disparition de Marie-Ange Billou. Personne n'était au courant, moi non plus. Vous pensez bien qu'autrement, je n'aurais pas laissé aller mon épouse déposer des journaux dans cette maison. On peut juste se poser la question qu'il y a une volonté d'étouffer un peu l'affaire, de ne pas inquiéter la population et de ne pas laisser penser qu'il y a effectivement un prédateur qui se promène peut-être dans cette petite ville de Pontcharrat. 2 disparitions à 1 an d'intervalle. À chaque fois près de la maison Chatin, dont le propriétaire est suspect. Et pourtant, vous allez voir que la justice va prendre une décision ahurissante. La gendarmerie nous dit, pour l'instant, on n'a aucune piste. On a fait tout ce qu'on pouvait. Et le juge a dit, s'il n'y a pas d'éléments supplémentaires, on va classer l'affaire. « 18 mois seulement après la disparition de Marie-Thérèse, la justice referme le dossier Bonfanti. Peu importe les soupçons pesant sur Yves Chatin, peu importe les arguments de la famille. Je me souviens, quand le non-lieu est tombé, ça a été un coup de grâce pour la famille. C'est aberrant de la part de la justice. Au bout d'1 an et demi, une personne disparaît. On a quand même Yves Chatin qui a un passé depuis l'âge de 14 ans. Comment on peut clôturer une affaire où il y a plein de doutes ? Là, on s'aperçoit que dans cette affaire, personne n'a rien foutu. Ni le juge, ni le parquet, ni les enquêteurs. On n'a rien fait. Donc on classe un dossier où rien n'a été fait. Et ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. L'instruction sur la disparition de Marie-Ange Billou est également close. C'est une époque où on procédait de cette manière. Il y avait beaucoup d'affaires criminelles avérées, et on passait vite à autre chose. Il n'y avait pas l'acharnement qu'on essaye de mettre aujourd'hui. Il n'empêche, dans cette affaire-là, où il y a quand même un suspect évident, c'est hallucinant que ce soit classé aussi vite. Si la victime avait été peut-être une personne un peu plus connue, une notable, il est possible que l'affaire eût été traitée différemment. Et le comble pour la famille Bonfanti, c'est que la justice va autoriser la démolition de la maison Chatin, remplacée par une zone commerciale en décembre 1991, 5 ans après la disparition de Marie-Thérèse. On se dit, mais que fait la justice ? Comment peut-on avancer dans cette affaire ? Nous sommes au début de l'année 1992 et tout espoir de connaître la vérité semble définitivement perdu. Mais c'est mal connaître les proches de Marie-Thérèse.
Les mois, les années passent, et en 2009, Yves Chatin a changé de vie. Il a déménagé à quelques kilomètres de Pontcharrat, dans un petit village de Savoie. Ce qu'on sait, c'est qu'il est un chauffeur routier apprécié par son employeur, qu'il a une vie sociale dans son village, qu'il montre quelqu'un malgré tout d'inséré. Physiquement, c'est quelqu'un qui, avec l'âge, a pris un peu de volume, on va dire, qui est assez bien taillé. Si l'homme mène une vie tranquille, les Bonfanti, eux, n'ont pas tourné la page. Inlassablement, ils épluchent le maigre dossier d'instruction à la recherche du moindre indice qui pourrait relancer l'affaire. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, clairement, je croyais que maman, elle était à l'hôpital. Et puis, tu te dis, mais ça fait longtemps quand même. Et en fait, c'est vrai qu'on te dit, maman, on sait pas, toujours pas. On est obligé, pour grandir, de se faire une raison. J'avais fait un pseudo deuil parce que de toute façon, il faut quand même avancer. On s'est toujours dit qu'il fallait pas en rester là et qu'il fallait se battre. Là, la famille, elle s'est retrouvée livrée à elle-même. Donc, c'est vrai que si la famille ne se battait pas pour essayer de faire relancer l'affaire, c'est une affaire qui passait aux oubliettes. Et c'est ce travail considérable de la famille qui va payer. À la lecture d'un procès-verbal, la famille Bonfanti découvre une information que les gendarmes auraient une fois encore négligée. 5 ans avant la disparition de Marie-Thérèse, le corps d'une femme avait été retrouvé près de la gare de Pontcharrat. Liliane Chevènement a été étranglée avec un fil électrique. On retrouve son corps entre la voie ferrée et la maison Chatin. À cette époque-là, les gendarmes vont interroger Yves Chatin parce qu'il est vraiment à proximité immédiate. Et il va être interrogé sur son emploi du temps. Le jour de la disparition donc de cette femme, Liliane Chevènement. Et il va donner un alibi, il déjeunait avec sa mère, il faisait les travaux chez lui. On va pas chercher plus loin. On va se dire, c'est pas lui, il est en train de déjeuner avec sa mère. Ça s'arrête là. Avant la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti en 1986, il y a donc eu celle de Marie-Ange Billou en 1985 et le meurtre de Liliane Chevènement en 1981. Et toujours à proximité de la propriété d'Yves Chatin à Pontcharrat. Cela commence à faire beaucoup. On voit quand même apparaître une série. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour ne pas laisser penser qu'il s'agit toujours du même auteur dans cette affaire. Bien évidemment. Toutes ces femmes disparaissent autour de cette maison et elles se posent là, au milieu de ce triangle de Bermude, comme une espèce de verrue presque architecturale. Cette maison Chatin, c'est un lieu de mystère. C'est un lieu de mystère, c'est un lieu maudit. Ce qu'il apparaît très clairement et que j'ai pu transposer sur un croquis, c'est que à partir de ce point central et à des distances très proches, tous les faits pour lesquels Yves Chatin a été mis en cause ou suspecté se produisent à l'intérieur d'un triangle de 400 mètres de côté. Je pense clairement qu'après 3 affaires non élucidées dans le même secteur qui pointent tous vers Yves Chatin, vers sa maison, il aurait dû être à minima inculpé, on dirait aujourd'hui mis en examen. Les gendarmes de l'époque, s'ils sont toujours en vie, mériteraient de s'expliquer sur pourquoi rien n'a été fait. Idem pour les magistrats de l'époque. Ce qui me scandalise dans cette affaire, c'est qu'on a considéré pendant longtemps que les affaires de crimes sériels n'existaient pas en France. C'était un phénomène purement américain. C'est vrai qu'on est à une époque où chaque crime était un peu unique,
qu'on ne faisait pas de rapprochement forcément entre des homicides, entre des disparitions. On ne croyait pas forcément beaucoup aux tueurs en série. Qu'à cela ne tienne, Eugène Saya, le frère de Marie-Thérèse Bonfanti, va faire ce travail à la place des gendarmes. À l'instar d'un profiler, il va passer au crible la vie d'Yves Chatin et les affaires criminelles survenues à Pontcharrat pour tenter d'établir des correspondances. Il y a une phrase qui va intéresser Eugène Saya, c'est qu'en audition sur l'histoire de l'agression d'automobilistes, Yves Chatin, il dit « mais j'avais besoin de me défouler ». Et donc, Eugène Saya en conclut qu'il passe à l'acte dans des moments de frustration. Et il va essayer de retrouver des liens qui auraient pu amener Yves Chatin à avoir une frustration avec les dates des passages à l'acte supposés. Je cherche pour savoir quels sont les éléments déclencheurs qui l'amèneraient à commettre des agressions, voire des meurtres. Et si c'est le cas, on pourrait dire que Yves Chatin serait un tueur en série. En 79, il avait un problème au niveau de l'école. Lui, dans son esprit, il a toujours voulu être routier, comme son père. Et le fait que ses parents lui disent « tu vas apprendre le métier de tourneur », l'a perturbé. A-t-il agressé la cycliste parce qu'il était frustré? Un élément. En 1981, il y a une amie à lui très proche qui vient de décéder. Et donc là, à nouveau, on peut se dire que Yves Chatin traverse un moment compliqué de sa vie. Liliane Chevènement disparaît. Là aussi, peut-être frustration, passage à l'acte. En 1985, Yves Chatin il vit une période qui est compliquée. Il y a sa mère qui va se remarier. C'est quelque chose qu'il vit très difficilement, il s'en cache pas. En plus, il perd son travail. Agression de l'automobiliste. Disparition de Marie-Ange Billou. Une autre personne est agressée sur le pont de la Gâche. Donc, il va pas bien. Et quand il va pas bien, on s'aperçoit qu'il y a des agressions à côté de chez lui. En 86, il doit passer en jugement pour l'agression sur l'automobiliste. Est-ce qu'il est contrarié? Est-ce que c'est un fait déclencheur pour créer une agression? C'est possible. Marie-Thérèse disparaît. Donc, il devait aller mal. Et quand il va mal, il passe à l'acte. C'est vrai qu'il y a une concordance des temps assez troublante. À chaque fois qu'il y a une affaire, il y a un problème dans sa vie. C'est troublant. Forte de ces découvertes, la famille Bonfanti met tout en œuvre pour forcer la justice à rouvrir l'enquête. Pour cela, elle contacte l'ARPD, une association enquêtant sur les disparitions. La famille Bonfanti nous sollicite au début de l'automne 2019, à partir d'un dossier déjà bien constitué. On a repris les auditions de l'époque, on les a analysées, on a fait la chronologie, on a vu qu'il y avait des manquements. Alors on s'est dit, mais Chatin nous ment. Il nous ment, il nous cache la vérité. Donc il faut le débusquer, il faut lui mettre les éléments sous les yeux pour qu'il finisse par avouer. On a fait donc ce mémoire et on a dit c'est le mémoire de la dernière chance. Et mon beau-frère l'a présenté donc au procureur de la République, qui lui a réellement vu qu'il y avait matière à travailler et qui a décidé de réouvrir l'affaire. Bingo, on a enfin réussi. En 2022, enfin, la détermination de la famille Bonfanti est récompensée. Le tueur de Marie-Thérèse est identifié et mis en examen. Ce qui est complètement fou, c'est que dans le mémoire des Bonfanti, il n'y a aucun élément en plus que ce que les gendarmes avaient en 86 en fait. Ils ont fait une synthèse très bien ficelée, très bien faite. On peut se réjouir qu'enfin la justice y croit, mais on peut aussi avoir toute l'amertume qui va avec. Je veux dire, si en 86, on a eu des gens fermés, butés, qui ne voulaient pas faire le jour sur l'affaire,
Ça n'engage que moi. Là, on a complètement le contraire. On a une équipe qui a fait un travail de titan et qui ont participé aussi à ce que Yves Chatin soit arrêté. Une énigme de 36 ans, sans doute résolue. Un suspect a avoué le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. Seulement, les aveux et l'incarcération immédiate d'Yves Chatin sont bien loin de clore cette affaire. Rien n'est fini, car un rebondissement incroyable va tout remettre en cause. Six mois après son incarcération, Yves Chatin fait une demande de remise en liberté. Et c'est depuis sa prison qu'il avance ses arguments devant la chambre de l'instruction. Quand la famille Bonfanti découvre le visage, ils sont frappés parce qu'ils n'ont pas du tout affaire à une espèce d'ogre rustre d'une intelligence primaire. Non, ils trouvent quelqu'un qui sait très bien s'exprimer, qui veut manifestement sauver sa peau et qui a un discours assez offensif. C'est pas quelqu'un qui ploie sous la culpabilité. C'est quelqu'un qui veut retrouver la liberté, qui estime que sa place n'est pas en prison. On le voit en visio. Moi, c'est la première fois que je découvre son image. Au moment où il demande à l'abandon des charges et que la loi sur la prescription soit appliquée, à ce moment-là, je me dis que c'est quand même exagéré, mais quelque part, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ce personnage, il essaye encore. Il a échappé toutes ces années-là à ses responsabilités. Ça m'étonne pas qu'il essaye encore de faire valoir ses droits. Ils ont face à eux quelqu'un qui n'a pas envie de passer le reste de sa vie en prison et qui n'a pas envie de se laisser faire. Et ça, c'est une surprise pour eux. Je l'ai vu le dire, qu'il serait plus utile à la société en étant dehors à travailler plutôt qu'en prison. En prison, il peut se rendre utile aussi. Il va dire, ma détention est en enfer. C'est quelqu'un qui se plaint, qui se lamente de son propre sort, sans jamais véritablement reconnaître l'horreur de ce dont on l'accuse. Non seulement il est cynique, mais je crois qu'il a quand même encore une très haute idée de lui-même. Dire pardon, il l'a même pas dit. Il n'a même pas de remords par rapport à toutes les souffrances qu'on a vécues pendant ces 36 années, qu'on subit maintenant encore. Il n'a même pas un mot d'excuse de ce qu'il a fait. Pour lui, ça s'est passé, c'était une bêtise. Point. Pour convaincre la Cour, Yves Chatin dispose d'un argument juridique de poids. Il n'aurait en fait jamais dû être mis en examen pour le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. L'affaire Bonfanti a été clôturée officiellement en 1989. Donc en 1999, 10 ans après, le dossier était prescrit. Donc même si l'assassin, le meurtrier vient en dire « c'est bien moi », on va lui dire « oui, mais le droit applicable à l'époque ne nous permet pas de vous mettre en cause », c'est moralement choquant, inacceptable, mais c'est juridiquement juste. Si demain, on estime que le dossier est définitivement prescrit, la vie d'Yves Chatin, elle va reprendre telle qu'elle. Donc non, c'est pas quelque chose qui est entendable. Le coup de poker d'Yves Chatin va marcher. Il obtient sa libération sous contrôle judiciaire. Donc il est dans une maison en Savoie, à quelques encablures d'ailleurs de certaines parties civiles. On est à 20 km, donc on s'interroge quand même. Alors, bien sûr, la justice n'a pas pu faire autrement, puisqu'il a la loi de son côté. À 58 ans, Yves Chatin peut donc retrouver sa vie d'avant, comme si de rien n'était.
La justice, elle est quand même face à un cas de figure qui est inédit. On est face à la remise en liberté d'un homme dont on sait qu'il est dangereux, dont on sait qu'il a tué quelqu'un, dont on se demande s'il n'en a pas tué d'autres. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? C'est sûr que c'est une question qu'on est obligé de se poser. Nous, en tout cas, on se la pose et je pense que la justice devrait se la poser aussi. Qu'est-ce qui peut se passer si demain, Yves Châtain, sur un coup de colère, s'en prend à quelqu'un d'autre comme il l'a déjà fait en fait? Yves Châtain, il ne doit pas vivre des moments faciles en ce moment non plus. Est-ce que ce qu'il vit en ce moment ne le rend pas dangereux? Alors, Yves Châtain est-il vraiment tiré d'affaire? Peut-être pas. Pour Jacques Dallest, spécialiste des cold cases, il serait possible de repousser le délai de prescription. En effet, l'ancien magistrat préconise de prendre en compte non pas la date du classement du dossier, mais celle de la découverte du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. Comme ce n'est qu'en mai 2022 qu'Yves Châtain reconnaît les faits, quelques mois plus tard, on retrouve les restes humains de Madame Bonfanti. La prescription ne courrait qu'à compter de mai 2022. Vous voyez que c'est un autre raisonnement. Et moi, j'espère que la Cour de cassation ira dans ce sens. Elle peut le faire. Cette question de la prescription sera définitivement tranchée par la Cour de cassation d'ici quelques mois. En attendant, au tribunal de Nanterre, le pôle dédié au cold case a décidé d'enquêter à son tour sur le parcours criminel d'Yves Châtain. Peut-être qu'on trouvera des choses pas très jolies. On a évoqué un certain nombre d'affaires qui précédaient Marie-Thérèse Bonfanti. On ne dit pas que c'est lui, il est présumé innocent, voilà. Mais il faut qu'on puisse le vérifier. Si demain, il devait être reconnu que Yves Châtain est responsable des meurtres de Liliane Chevènement, de Marie-Ange Billou, on peut se dire que par sa profession de routier, il y a peut-être même d'autres victimes qui ne sont pas dans ce triangle autour de la maison de la gare. Il faut de toute façon vérifier dans son parcours s'il y a d'autres faits, avant ou après. Après, ce serait mieux, puisqu'il y a le principe de la connexité, un principe légal qui fait que si un crime non prescrit est identifié dans le parcours criminel d'un autre, il annule la prescription des faits plus anciens. C'est ce qui pourrait permettre de renvoyer Yves Châtain en prison. Et parmi les affaires criminelles non élucidées qui mériteraient d'être examinées, il y a l'un des plus grands mystères de l'histoire judiciaire française. Ce dossier dans lequel Yves Châtain pourrait être impliqué, c'est la célèbre affaire de la tuerie de Chevaline. En 2012, c'est sur ce parking perdu dans une forêt au-dessus d'Annecy, à 1 heure de route de chez Yves Châtain, qu'un cycliste savoyard et une famille de touristes anglais ont été froidement abattus. Si son cas est intéressant dans l'affaire de la tuerie de Chevaline, c'est parce qu'on a retrouvé à son domicile lors de son interpellation en 2022 un certain nombre d'armes qu'il détenait illégalement. En effet, le tueur de Chevaline était armé d'un pistolet Lugère, arme ancienne, très particulière. Le Lugère était une arme allemande, mais très fréquente en Suisse et utilisée par les résistants. On peut imaginer que le père d'Yves Châtain a récupéré les armes pendant la guerre et pendant la résistance, et qu'à ce moment-là, évidemment, Yves Châtain, son fils, en aurait, entre guillemets, hérité. Et que ce soit cette arme-là qui ait pu servir à commettre les tueries de Chevaline. Alors, Yves Châtain serait-il le fameux tueur de Chevaline? L'hypothèse a de quoi surprendre, mais elle est crédible. Car dans cette affaire, la piste privilégiée est aujourd'hui celle d'un tueur isolé, sans mobile précis. L'une des pistes les plus intéressantes et qui semble assez clairement privilégiée aujourd'hui, c'est la piste d'un homme solitaire qui maniait les armes à feu et qui peut-être, ce jour-là, s'est déchaîné sur plusieurs victimes qu'il ne connaissait pas
et qu'il a tué un peu au hasard pour faire un carton. Pardonnez l'expression triviale, mais qui est utilisée par les enquêteurs. Ce sont des meurtres gratuits, en fait. Et on l'a dit, Yves Chatin, il tue pour se calmer. Eh bien, si on est face à un tueur qui agit par envie de décharger de la violence, qui maniait les armes et qui était originaire du secteur, alors pourquoi pas vérifier la piste Yves Chatin? Je suis pas en train de vous dire que c'est forcément Yves Chatin qui est derrière ces meurtres-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, vu son profil, vu tous ces éléments, on ne peut qu'avoir envie de refermer cette piste-là. Dans l'attente d'un éventuel nouveau rebondissement, pour les proches de Marie-Thérèse, le calvaire continue. Je me mets un instant à la place de la famille Bonfanti. C'est insupportable ce qu'on leur a fait vivre. Très honnêtement, c'est un scandale d'État. Marie-Thérèse, elle me manque tous les jours. J'ai sa photo sur ma table de chevet. Quand je me lève, je la vois. Quand je me couche, je la vois. Pauvre Marie-Thérèse. On y a consacré toute nos vies. On est tous perturbés. On est tous perturbés. On se dit, mais quand est-ce que ça va se finir ? On nous dit souvent qu'il faut qu'on se remette dans le contexte de 1986 pour comprendre pourquoi ça n'a pas abouti à cette époque-là. Et aujourd'hui, quand on est face aux juges, aux magistrats, j'aimerais aussi qu'eux se remettent à cette époque-là. Et quand ils nous voient face à eux, de se rappeler des enfants qu'on était, quoi. Et je pense que c'est difficile de dire à un enfant, bah là, on arrête de chercher ta maman. Pour moi, en fait, la justice, elle n'a pas le droit d'oublier. Elle n'a pas le droit d'oublier, c'est pas possible. La famille de Marie-Thérèse Bonfanti poursuit son combat. Face à elle, l'avocate d'Yves Chatin, que nous avons sollicitée à maintes reprises, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Delphi, Indiana. Une petite ville tranquille, entourée de champs, de routes secondaires et de sentiers que tout le monde connaît. Ici, il ne se passe jamais rien. Les habitants se saluent par leurs prénoms, les enfants grandissent ensemble, et les lieux de promenade sont presque familiaux. Le 13 février 2017, en début d'après-midi, 2 adolescentes décident de profiter d'un jour sans école pour marcher sur un ancien pont ferroviaire, le Monon High Bridge. Rien d'exceptionnel. Un moment ordinaire. Quelques heures plus tard, cette normalité disparaît à jamais. Sur le téléphone de l'une d'elles, les enquêteurs retrouveront un enregistrement audio et vidéo. Une silhouette floue. Une voix d'homme. Quelques mots seulement. Des mots banals en apparence, mais qui deviendront parmi les plus connus de l'histoire criminelle américaine récente. À partir de cet instant, Delphi ne sera plus jamais une ville ordinaire. Abigail Williams et Liberty Germain ont respectivement 13 et 14 ans. Elles sont amies, proches, inséparables comme peuvent l'être des adolescentes de leur âge. Ce jour-là, Liberty demande à sa sœur de les déposer près du sentier du Monon High Bridge. Le lieu est connu, souvent fréquenté, même si le pont, abandonné depuis des années, reste impressionnant par sa hauteur et son état dégradé. Les traverses sont espacées, le vide visible sous les pieds. C'est à la fois un défi et un terrain de jeu. Les 2 filles marchent, discutent, rient. Elles prennent des photos. Rien ne semble inquiétant. À un moment, Liberty remarque un homme qui marche derrière elle sur le pont. Son attitude lui paraît étrange. Sans alerter son ami, elle sort discrètement son téléphone et commence à enregistrer. Le geste est instinctif, presque banal. Elle ne sait pas encore qu'elle est en train de capturer la seule trace directe de celui que la police traquera pendant des années. Sur la vidéo, l'homme avance lentement. Il porte une veste sombre, un jean, une casquette. Son visage est flou, déformé par la distance et la qualité de l'image. Il ne court pas. Il ne se presse pas. Il marche comme quelqu'un qui sait exactement où il va.
Puis l'audio s'enclenche. Sa voix est calme, autoritaire. Il donne une instruction simple. C'est la dernière chose enregistrée. Lorsque les filles ne rentrent pas chez elles à l'heure prévue, l'inquiétude monte rapidement. Les familles alertent les autorités. Des recherches sont lancées dans la zone. Des bénévoles parcourent les sentiers, appellent leurs prénoms, fouillent les alentours. La nuit tombe, et avec elle, une peur sourde s'installe. Le lendemain, les corps sont retrouvés non loin du pont, dans une zone boisée difficile d'accès. Très vite, la stupeur se transforme en choc national. Dès les premières heures de l'enquête, un élément distingue l'affaire de Delphi de presque toutes les autres, l'existence d'un enregistrement réalisé par l'une des victimes. Une vidéo. Un audio. Un fragment de vérité capturé en temps réel. Pour les enquêteurs, c'est à la fois une chance inouïe et un fardeau immense. Car cette preuve crée une attente immédiate, celle d'une résolution rapide. Le public est convaincu que l'identité de l'homme est déjà à portée de main. La réalité va s'avérer bien plus complexe. La police diffuse une image extraite de la vidéo. Une silhouette masculine, marchant sur le pont. La qualité est médiocre. Le visage est flou. La posture, banale. Rien de suffisamment distinctif pour une identification claire. Puis l'audio est rendu public. Quelques mots seulement, prononcés d'une voix grave, calme, presque monotone. Les enquêteurs espèrent que quelqu'un reconnaîtra ce timbre, cette façon de parler. La diffusion est massive. Nationale. Des milliers de signalements affluent. Très vite, l'enquête se retrouve submergée. Chaque homme portant une veste sombre devient suspect. Chaque voisin solitaire est observé. Des portraits robots sont réalisés à partir de témoignages indirects. Puis remplacés. Puis modifiés à nouveau. L'un montre un homme plus âgé. L'autre, un visage plus jeune. Cette évolution brouille le message. Le public ne sait plus à quoi se fier. Certains commencent à douter de la direction prise par les enquêteurs. En interne, la pression est énorme. Delphi est une petite communauté. Les enquêteurs connaissent parfois personnellement les familles. L'idée que le responsable puisse être quelqu'un du coin devient de plus en plus plausible, mais aussi de plus en plus terrifiante. Car cela signifie qu'il pourrait assister aux veillées, croiser les parents, écouter les conférences de presse, tout en restant invisible. Les pistes se multiplient, mais aucune ne tient durablement. Des suspects sont interrogés, puis écartés. Certains sont scrutés par les réseaux sociaux, parfois accusés à tort, harcelés, brisés par la suspicion collective. L'enquête officielle, elle, avance lentement, méthodiquement, mais sans percée décisive. La preuve existe, mais elle ne parle pas assez. Les années passent. L'affaire ne disparaît pas, mais elle s'enlise. Elle devient une présence constante, presque obsessionnelle. Chaque nouvel anniversaire du drame relance l'espoir, puis la frustration. Comment un homme enregistré par sa victime a-t-il pu disparaître ainsi? Comment, avec autant d'attention médiatique, a-t-il pu rester libre? Ce paradoxe devient le cœur même de l'affaire Delphi, une enquête où l'on sait presque tout, sauf l'essentiel. Avec le passage des mois, puis des années, l'enquête sur les meurtres de Delphi entre dans une phase plus trouble. Le choc initial laisse place à une attente douloureuse. Les conférences de presse deviennent plus rares, les annonces plus prudentes. Officiellement, les autorités affirment ne jamais avoir cessé d'enquêter. Mais pour les familles et pour le public, une question obsède désormais tout le monde: comment une affaire aussi médiatisée peut-elle rester sans réponse aussi longtemps? Le temps devient un ennemi invisible. Les souvenirs s'estompent. Les témoins doutent de leur propre perception. Certains détails, jugés insignifiants au départ, ne sont plus exploitables. D'autres, au contraire, prennent une importance excessive a posteriori. L'enquête repose de plus en plus sur des hypothèses reconstruites, sur des recoupements fragiles, sur des décisions humaines imparfaites. Les enquêteurs eux-mêmes reconnaîtront plus tard que certaines pistes ont été sous-estimées. Des témoignages mal interprétés. Des informations mal classées. Rien de volontairement négligé,
mais une accumulation de petites erreurs ordinaires, amplifiées par l'ampleur de l'affaire. Dans une enquête aussi complexe, chaque détail compte et chaque retard a un poids. Pendant ce temps, la communauté de Delphi vit dans une forme de suspension. Les habitants apprennent à cohabiter avec l'idée que le responsable n'a peut-être jamais quitté la région. Certains changent leurs habitudes. D'autres se replient. La confiance se fissure lentement. Dans une petite ville, le silence n'est jamais neutre. Il devient lourd, presque accusateur. Les familles d'Abigail et Liberty, elles, avancent avec une dignité remarquable, mais l'attente est une épreuve constante. Elles participent à des événements commémoratifs, s'expriment publiquement, rappellent que derrière l'affaire, il y avait 2 adolescentes pleines de vie. Leur combat n'est pas seulement judiciaire, il est aussi mémoriel. Refuser que leur fille ne devienne qu'un dossier non résolu. Sur Internet, l'affaire prend une autre dimension. Forums, vidéos, analyses amateurs se multiplient. Certains cherchent sincèrement à comprendre. D'autres alimentent des théories fragiles, parfois destructrices. Des noms circulent, des visages sont associés à la silhouette floue du pont. Cette justice parallèle crée plus de confusion que de réponses, mais elle montre une chose, l'affaire Delphi refuse de disparaître. Et pendant que le temps passe, quelque part, l'homme recherché continue de vivre. Il travaille, il parle, il croise des gens. Peut-être suit-il l'enquête. Peut-être non. Ce qui est certain, c'est que chaque jour qui s'écoule sans arrestation renforce une illusion dangereuse, celle qu'il pourrait ne jamais être rattrapé. Mais le temps, s'il efface certaines traces, en révèle parfois d'autres. En octobre 2022, après plus de 5 années de silence relatif, l'affaire Delphi connaît un basculement inattendu. Les autorités annoncent l'arrestation d'un homme, Richard Allen. Son nom ne dit rien au grand public. Il ne correspond à aucune des figures obsessionnelles des théories en ligne. Et pourtant, dès les premières informations, un détail frappe, Allen vivait à Delphi. Il travaillait à quelques minutes du lieu du drame. Il faisait partie du décor. Richard Allen est employé dans une pharmacie locale. Un homme discret, marié, sans antécédents criminels majeurs connus. Rien, en apparence, ne le distinguait des autres habitants. Mais c'est précisément cette banalité qui rend l'annonce si glaçante. Selon les enquêteurs, Allen s'était lui-même signalé peu après les faits, affirmant qu'il se trouvait sur le sentier le jour du drame. À l'époque, cette information n'avait pas été exploitée pleinement. Avec le recul, cette déclaration devient centrale. Allen reconnaît avoir été présent près du pont, à l'heure approximative où les adolescentes s'y trouvaient. Il décrit ses vêtements. Ils correspondent à ceux de la silhouette filmée. Pendant des années, cette donnée est restée enfouie dans les dossiers, noyée parmi des milliers d'autres éléments. Ce n'est que bien plus tard, lors d'une réévaluation minutieuse de l'enquête, que son nom refait surface. Les autorités découvrent également un élément matériel troublant, une cartouche retrouvée près des lieux, dont l'analyse balistique serait compatible avec une arme appartenant à Allen. Ce détail, combiné à sa présence avouée sur les lieux et aux similitudes visuelles, suffit à justifier son arrestation. L'annonce est faite avec une extrême prudence. Peu d'informations sont divulguées. Le public reste dans l'attente, partagé entre soulagement et incrédulité. Pour les familles, le moment est irréel. Après des années à vivre avec l'incertitude, un visage est enfin associé au drame. Mais ce visage n'apporte pas de réponse émotionnelle claire. Il n'explique pas. Il ne répare pas. Il confirme seulement une vérité difficile à accepter, le responsable présumé était là depuis le début, caché non pas par une intelligence exceptionnelle, mais par l'imperfection humaine. L'arrestation de Richard Allen marque un tournant, mais elle n'est pas une conclusion. Elle ouvre une nouvelle phase, plus silencieuse encore, où chaque mot compte, où chaque détail est scruté, et où l'attente prend une autre forme. Celle du jugement. Après l'arrestation de Richard Allen, le rythme de l'affaire change radicalement. Le bruit médiatique laisse place à une attente lourde, presque oppressante. Allen est placé en détention, isolé, transféré dans des conditions exceptionnelles, officiellement pour garantir sa sécurité. Peu d'éléments filtrent.
Les autorités choisissent le silence. Pour une affaire aussi suivie, cette retenue surprend, mais elle traduit une réalité. Désormais, chaque mot peut influencer un futur procès. Les documents judiciaires révélés progressivement dessinent une image troublante. Allen aurait reconnu se trouver sur les lieux au moment clé. Des éléments matériels renforcent les soupçons. Mais malgré cela, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour revenir sur son témoignage initial? Comment une piste aussi centrale a-t-elle pu rester inexploitable pendant des années? Ces questions deviennent aussi importantes que l'identité du suspect lui-même. À Delphi, la communauté est partagée. Certains ressentent un soulagement immédiat. D'autres restent prudents, presque méfiants. L'idée que l'affaire soit enfin résolue est difficile à accepter après tant d'années de faux espoirs. Les habitants réalisent que le danger présumé ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un visage familier. Un homme croisé sans méfiance. Cette prise de conscience laisse une trace durable. Pour les familles d'Abigail Williams et Liberty Germain, l'arrestation ne marque pas la fin du chemin. Elle ouvre une nouvelle épreuve, celle de la justice lente, procédurale, parfois frustrante. Leur combat reste le même qu'au premier jour, obtenir la vérité complète et préserver la mémoire de deux adolescentes réduites trop souvent à des images floues et à quelques secondes d'audio. L'affaire Delphi devient alors un symbole plus large. Celui des limites humaines dans les enquêtes complexes. Celui du poids du temps, capable à la fois de masquer et de révéler. Celui d'une vérité qui peut rester à portée de main pendant des années, sans être reconnue. Elle rappelle que la justice n'est pas seulement une question de preuve, mais aussi d'attention, de lecture correcte des détails, et parfois, de secondes chances accordées à une piste oubliée. Les meurtres de Delphi ne sont pas une histoire de mystère spectaculaire ou de criminels insaisissables au sens classique. C'est une histoire de proximité. De banalité. D'un mal qui ne crie pas, ne fuit pas, et ne se distingue pas facilement. Une histoire où la technologie a aidé, mais où l'humain a aussi failli. Aujourd'hui, Delphi tente d'avancer. Le pont est devenu un lieu de mémoire. Les noms d'Abigail et Liberty sont gravés dans l'histoire bien au-delà de l'Indiana. Leur dernier geste, un enregistrement discret, reste un acte de courage silencieux. Pas pour résoudre immédiatement l'affaire, mais pour refuser l'oubli. Et peut-être est-ce là l'essentiel. Certaines vérités mettent du temps à émerger. Mais tant qu'elles sont cherchées, tant que les noms sont prononcés, tant que les histoires sont racontées, le silence ne gagne jamais tout à fait.